Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Facebook. Nous sommes en direct évidemment à l'occasion du Kick Festival qui se tient ici à Namur, place d'Armes et aux alentours pendant 3 jours. Alors le Kick c'est quoi? Eh bien c'est un événement complètement dédié au numérique, au digital, aux nouvelles technologies. Un festival qui grandit beaucoup. On en est déjà cette année à la 6e édition. Alors je vous invite à nous retrouver sur le web et sur Canal C ce soir et demain pour découvrir le Kick à travers nos émissions spéciales. On vous parlera du Market où se retrouvent 25 exposants cette année. Le Market, c'est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment et c'est un peu le cœur du festival. On vous parlera de la grande exposition montée au Grand Manège pour l'occasion. On ira aussi au Little Kick qui se trouve à la Galerie du Beffroi et puis bien sûr, nous recevrons beaucoup d'invités pour parler des différents workshops et des différentes conférences. Et c'est précisément ce qui nous amène là maintenant à faire ce Facebook Live puisque nous avons réuni plusieurs conférenciers. Ils vont venir vous parler de leur expérience, de leur parcours. Et avant ça, je vous présente Damien Van Acter qui est à mes côtés. Salut Damien. Bonjour Sophie. Il va interagir avec nous pendant ce Facebook Live. Alors toi, tu as créé un laboratoire d'innovation sur les médias et tu accompagnes ici à Namur toutes les équipes du Kick pendant toute la durée du festival. C'est ça? Si on peut pas geeker ici, si on peut pas innover, si on peut pas tester des choses ici, je sais pas où on peut le faire. C'est une des raisons d'être de ce que je fais depuis une dizaine d'années maintenant, c'est de tenter de comprendre comment les audiences changent leurs usages de consommation de l'information, comment on produit aussi de l'information. Et donc on se retrouve dans des situations où beaucoup de gens interagissent ici sur le festival. Ça a permis en amont de se connecter aux gens, de comprendre un petit peu ce qu'ils pouvaient attendre comme type de compte rendu de ce qu'on pouvait y faire. Et effectivement, j'accompagne les équipes ici pour essayer de faire vivre le festival en ligne. Voilà, et tu as déjà réalisé un Facebook Live ce matin, et puis il y en aura beaucoup d'autres, j'imagine. On va en faire plusieurs, on va essayer de le faire vivre de la manière la plus consistante possible. Voilà, alors tu es évidemment connecté, tu restes avec nous et durant tout le live, n'hésite pas à intervenir et puis à nous faire remonter aussi tous les commentaires et les réactions de ceux qui nous rejoignent sur le net. Alors avec nous aussi, Vincent Battaglia, co-organisateur des conférences tech ici au Kick. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors c'est toi qui as soufflé cette idée au Kick cette année, celle de rassembler donc tous ces intervenants pour des conférences plutôt pointues et la volonté c'était d'y mettre une particularité et de faire en sorte que tous ces conférenciers ils soient belges. Oui. Oui, donc c'est parti d'une discussion avec Gilles, qui est l'organisateur principal du festival. On parlait du Kick, etc. Et je lui disais, moi ce qui manque vraiment en Belgique, ce qu'il n'y a pas assez, c'est peut-être des conférences vraiment en tech, un peu barbares, où il y a du code source Java sur les slides. Moi c'est ce que j'aime, donc je lui dis. Et il m'a pris un peu au mot, il m'a dit, vas-y, trouve-moi des speakers qui pourraient parler de ces choses qui t'intéressent. Et on le fait, quoi. Et donc je lui ai dit, ok, je vais trouver ça. Et puis on s'est dit, tiens, ce serait encore plus intéressant si les speakers étaient belges et qui bossaient en plus pour des grosses boîtes. Et voilà, j'ai activé mon réseau, entre guillemets. Et j'ai contacté tous ces gens qui sont ici aujourd'hui. Et voilà. Alors pourquoi ça manque en Belgique? On est un peu à la traîne? Disons que moi j'ai vécu 4 ans à San Francisco aussi, comme certaines personnes ici. Et là-bas c'est vraiment intense, quoi. C'est le Hollywood un peu pour les geeks. Et tous les jours il y a des trucs vraiment super bien où on apprend plein de choses. Et c'est vrai qu'en Belgique on est encore un peu à la traîne, ça va de mieux en mieux. Mais du coup je disais allez, il y a moyen d'aller plus loin. Et le Kick en fait, comme c'était déjà un peu connu, etc., on pouvait profiter de ça comme un tremplin pour lancer un nouveau type de conférence plus orientée technologie. Voilà, donc tu le disais, toi-même tu fais partie de ces gens qui sont nés en Belgique, qui ont été formés en Belgique et puis qui sont partis à l'étranger pour suivre différents projets. Quelques exemples de ta carrière à toi qui a commencé aux États-Unis, c'est ça? Oui, donc j'avais déjà commencé ma carrière en Belgique, j'avais déjà créé quelques boîtes ici en Belgique. Et puis Xavier Daman, qui est le CEO de Storyfy, m'a contacté un jour, m'a dit ça t'intéresse de venir me rejoindre à San Francisco et je pense que j'ai hésité 3 minutes. J'en avais toujours rêvé, etc. En fait, San Francisco pour moi je vois ça comme un joueur. Je compare ça toujours un peu au foot en fait. Un joueur le championnat belge il est super bien, il va de mieux en mieux, mais nos bons joueurs belges s'ils veulent aller plus loin, aller plus haut, ils doivent aller en Italie, ils doivent aller en Angleterre, ils doivent aller en Espagne.
Et pour moi, c'était pour m'améliorer, pour apprendre, je devais aller là-bas, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis expatrié. Maintenant, je suis rentré. En fait. Est-ce que vous valez autant que les joueurs de foot quand on vient vous chercher comme ça? Bah, ça dépend. Il y en a ici, oui, sans doute. Il y en a ici, oui. Je vais pas parler pour moi. Mais... On va les C'est présenter. étonnant parce qu'il dit à un moment donné, j'avais déjà créé plusieurs boîtes et puis j'ai décidé de me barrer. C'est quelque chose qui n'est pas encore rentré dans les habitudes ici en Belgique. Monter sa boîte, ça reste quelque chose, enfin dans l'imaginaire collectif, c'est réservé C'est l'aboutissement. C'est un aboutissement, Ouais. alors qu'en fait c'est le début. C'est le départ, c'est le tremplin. Ouais. Ouais. Et puis après, Barcelone? Oui. Enfin, pour le moment encore, tu vis à Barcelone? J'ai décidé de rentrer et puis comme je me voyais pas ne plus avoir le soleil que j'avais en Californie, donc je me suis dit je vais aller m'expatrier à Barcelone. On mange bien. Ma femme est espagnole aussi, donc voilà, c'est une des raisons. Et l'écosystème des startups est aussi en train de bien se développer. Et, bon, c'est pas encore la Silicon Valley, mais c'est très intéressant. Et bon, pour l'instant, c'est la belle vie, donc je n'ai pas à me plaindre. Voilà. Benjamin Decoq et puis Arnaud Comans, soyez les bienvenus sur ce Facebook Live. Alors Philippe, toi tu es ingénieur chez Google à New York. Oui, c'est ça. Voilà. Donc j'ai joint Google il y a maintenant 6 mois à New York. Et comme Vincent, j'ai travaillé d'abord à San Francisco pendant 3 ans, aussi pour Storyfy. Et puis avec ma fiancée, on a décidé de se bouger à New York. Et c'est là que j'ai tenté ma chance et que j'ai été me présenter à Google. Et ça a bien marché. Donc je bosse là-bas depuis 6 mois maintenant. Voilà. Ta formation, elle s'est faite en Belgique? Elle s'est faite en Belgique, mais c'est un peu atypique parce que moi j'ai une formation, je suis ingénieur en aérospatial. Et il y a 6 ans maintenant, j'ai essayé avec un ami de créer ma boîte dans le web. Ça n'a pas marché, mais ça a été un tremplin et j'ai adoré la vitesse avec laquelle ça se passait dans le milieu des startups. Et donc pour moi, c'était ça que je voulais faire le reste de ma vie, quoi. Et donc j'ai changé de voie. Voilà. C'est une notion qui est intéressante de se dire j'ai essayé, je me suis planté, mais j'ai appris des trucs. Et faire des essais et des erreurs, c'est quelque chose qui est vraiment dans la culture du numérique. On teste des petites choses. On sait que ça fasse pas trop mal quand on se plante, donc on met pas tous ses œufs dans le même panier tout de suite. Mais on a plein de petits projets, on teste des choses, et ça permet à un moment donné que des petits projets, à un moment donné, avec des opportunités en y allant un peu au culot. J'imagine que c'est ça qui s'est passé aussi quand tu as décidé de partir à San Francisco rejoindre Storyfy. Et chez Google, c'est pareil. Ouais, c'est sûr. C'est quand on va toquer à la porte de Google, on se dit bon, je suis pas sûr que j'ai le niveau, j'ai pas vraiment la formation adéquate. Okay. Mais on travaille et puis on se plante et puis on y arrive finalement. Ce qui est intéressant, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, c'est que moi, il y a beaucoup de gens avec lesquels je bosse, qui bossent dans ces milieux-là, qui n'ont aucune formation à la base en informatique. Et c'est parce qu'ils ont appris sur le tas. Et en fait, c'est de moins en moins important, le diplôme, etc. Ce qui est vraiment important dans les boîtes comme Google, c'est vraiment ce que tu sais faire. Et ils vont te tester sur ce que tu sais faire. Ils ne vont pas regarder ton diplôme. Moi, quand je me suis expatrié là-bas, et même en Belgique, moi, jamais demandé mon diplôme, en fait. Mon diplôme m'a servi une fois dans ma vie, c'était pour avoir mon visa pour aller bosser aux États-Unis, c'est tout. Voilà. Ça veut dire que toutes les petites étincelles qui sont en train de naître là derrière, potentiellement, c'est tous des gamins qui, avec des petites étoiles dans les yeux, vont se dire peut-être que j'ai pas un super diplôme, mais que je peux quand même y arriver. Ouais, parce que tu peux apprendre tout ça sur le tas, justement, en faisant des choses. Et moi, je trouve qu'on apprend plus en faisant des choses comme toutes ces choses-là, qu'en allant à l'école pendant 4 ans et avoir des vieux concepts qui sont un peu obsolètes. C'est l'école elle-même qui doit se faire uberiser, ce terme qu'on utilise beaucoup et qu'on voit beaucoup. Est-ce que l'école elle-même va être révolutionnée grâce au numérique? Il me semble parce que dans un secteur comme l'informatique, il faut tout le temps se mettre à jour. Moi, les outils que j'utilise aujourd'hui, c'est des outils qu'il y a 6 mois, je ne connaissais pas, quoi. Donc ça va très vite. Et en fait, il y a ce concept de lifelong learning, donc de toujours apprendre. Et donc pour moi, c'est un peu le monde de l'université où on apprend quand on est ado, quand on est entre 18 et 23 ans. C'est un peu dépassé parce qu'en fait, il faut tout le temps apprendre. Et pas seulement l'informatique. L'informatique est précurseur de ça, mais ça va être dans tous les domaines. Donc voilà. Oui, je pense qu'on est en train de shifter de paradigme pour l'éducation aussi. Alors Benjamin, lui, c'est le Namurois de l'étape, on peut dire ça, Damien. Il nous vient de La Bruyère. C'est exact. Et il travaille entre La Bruyère et San Francisco. Oui, tout à fait. Voilà. Tu as été formé aussi ici en Belgique, à l'UCL? Au CAD, en fait, c'est à Uccle. Et bah oui, comme Vincent disait, c'était une formation vraiment design graphique, quoi. Donc une approche très print, faire des logos, faire des brochures, ce genre de machin. Ce que j'ai en fait jamais fait dans ma vie professionnelle, quoi. Mais donc tout ce qui est vraiment technique,
ce dont je parle aujourd'hui, par exemple, à la conférence. C'est tous les trucs que j'ai appris sur le tas, comme Vincent disait. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est la génération du view source sur Internet. Et c'est pour pouvoir... en ça, le web est fabuleux, puisque ça nous permet de voir un truc et tout de suite regarder ce qui se passe derrière et essayer de reproduire la même chose sur sa machine et d'apprendre comme ça. Je trouve que c'est vraiment une super manière d'apprendre, quoi. Voilà, alors tu as donné cours à Albert Jacquard, donc c'est une école namuroise. Oui, j'ai donné cours 2 ans là, de nouveau de programmation. C'est un peu bizarre parce que je suis designer en fait à la base, c'est mon boulot, mais je fais beaucoup de code aussi. Donc les 2 ans là, de cours c'était du code et puis toutes les conférences que je donne, j'en parlais à quelqu'un tout à l'heure, dans ma vie j'ai donné une seule conférence de design, et tout le reste c'est du code. Donc Voilà, on va reparler de tes projets actuels. Le temps d'entendre un petit peu Arnaud qui lui travaille chez Instagram à New York. Tout à fait, c'est ça. Alors c'est une histoire de fou. Comment tu t'es retrouvé là-bas ? Alors moi j'ai fait en 2 mots là mon parcours en fait, c'est que moi j'ai travaillé pour des startups d'abord ici en Belgique, puis avec des Français aussi, et puis finalement je suis parti à San Francisco toujours pour travailler sur des startups. Et puis j'avais moi-même mes propres projets à côté. Il y a eu beaucoup de choses, donc j'ai fait un projet assez cool qui s'appelait Upstagram où on va le voir à l'écran, on peut peut-être montrer la vidéo. Alors le principe d'Upstagram c'est quoi ? Alors en fait, c'était un projet un peu artistique entre guillemets, donc c'est pas vraiment quelque chose d'utile, mais on a construit une petite maison comme un certain film, une petite maison, et puis on a mis du matériel dedans pour pouvoir poster des photos. Donc pardon, j'ai oublié d'expliquer. À la maison, on a attaché des ballons avec de l'hélium, et on a maintenu tout ça avec une ficelle et on l'a laissé voler au-dessus de Paris puisque mon ami est français. Et puis ça prenait des photos et ça les postait directement sur Instagram en live. Et vous avez hacké Instagram? C'était pas prévu par Instagram qu'on puisse faire ça. Alors, c'était pas prévu. Ne faites pas ça d'ailleurs, parce que maintenant je travaille chez Instagram, donc je ne peux pas vous dire de faire ça. C'est pour ça que tu travailles chez Instagram. Donc les gars de chez Instagram, ils voient le truc et puis ils viennent te chercher. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Il y avait ça. Et puis à ce moment-là, moi, je reçois un petit peu après un email d'un recruteur qui dit nous, ça nous intéresse. On voit ton parcours, on voit ton projet, on voit tout le code open source que tu as fait aussi. Est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre? Et moi, ça faisait à ce moment-là déjà 6 ans que je faisais des startups. Et donc là, je me suis dit. Tu leur dis non, pas pour le moment. Donc là, je dis non, écoutez, moi, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. Non, donc évidemment, je me dis je vais tenter. C'est une autre expérience. Et donc j'ai rejoint d'abord à San Francisco, et puis il y a 6 mois, j'ai déménagé aussi à New York. Donc pour continuer d'agrandir les équipes là-bas. Et puis je suis passé manager. Et voilà, donc voilà. Et l'un et l'autre, vous êtes à New York depuis 6 mois et vous ne le saviez pas. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Échangez vos numéros et appelez-vous. Hein. On se connaissait de San Francisco, mais c'est vrai qu'on ne savait pas qu'on vivait dans la même ville maintenant. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Il vaut mieux demander pardon que la permission? Oui, ça c'est très courant. Oui. Oui, faut juste y aller. En fait, c'est même d'ailleurs très fort dans la philosophie de la Silicon Valley en général, de Facebook en particulier aussi. C'est-à-dire, en général, on essaie de foncer. Et puis, parce que la vitesse, c'est quelque chose de très très important. C'est aussi un environnement qui est une industrie qui est très très concurrentielle. Donc, il faut vraiment essayer d'avancer. Et puis, des erreurs, de toute façon, on en fera toujours. Et les erreurs, c'est comment on dit, c'est un apprentissage en fait. On apprend à travers ces erreurs. Donc, autant foncer et puis autant y aller et puis on verra quoi. Parce qu'on le rappelle, Instagram a été racheté par Facebook. Mais chez Facebook, c'est typique. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont fait engager parce qu'ils ont hacké d'abord le truc, et puis on les a contactés, puis ils se sont fait engager justement dans la partie sécurité. Et je pense qu'il y a même des primes aussi. Je pense que si tu... Oui, il y a un programme White Hat où tu peux, n'importe qui peut, s'il trouve une faille de sécurité, rapporter ça, et à ce moment-là, on fixera le problème. Alors, à vous entendre, tout ça a l'air tellement si simple. Est-ce que c'est Businessland, ces mondes-là? Non, quand même, on parle d'argent, on parle de sommes qui sont colossales. On parle aussi de patrons d'entreprises qui ont des vraies visions de la société. C'est pas neutre en termes même politiques, en train de projet de société. C'est des grosses boîtes qui sont en train d'impacter la marche du monde. Comment vous le vivez-vous de l'intérieur? Moi, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et chez Stripe, tu peux expliquer ce qu'est Stripe, juste un mot? Donc brièvement, c'est une boîte qui fait du paiement en ligne, très très gros, c'est un peu comme PayPal, mais voilà, on essaie de bien faire les choses. Mais donc, le CEO de la boîte, ça a vraiment été
pour moi un élément super motivant de rejoindre cette boîte, parce qu'en soi, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde ici qui soit super passionné dès la naissance par le paiement en ligne, quoi. Mais la manière dont ils font ça, l'approche qu'ils ont, les visions qu'ils communiquent, on se dit, ouais, il faut absolument que je sois entouré de gens comme ça, quoi. À la limite, ceux qui font, là, en l'occurrence, du paiement en ligne, c'est presque un détail, quoi. C'est la manière dont ils le font, l'énergie, la vision globale qui sont, ouais, en tout cas pour moi, qui ont été déterminants, quoi. Et juste pour finir, par une anecdote par rapport à ça, mais dernièrement, Stripe a lancé un projet qui s'appelle Atlas, et de nouveau, c'était un truc, je trouve, qui est vraiment magnifique au niveau de la vision globale de ce que Internet doit permettre, c'est-à-dire allez, laisser tomber les barrières géographiques. En 2 mots, Atlas permet de créer une boîte n'importe où dans le monde pour $500, quoi. Et donc, toute l'idée, c'était que ça les rend fous que des gens au fin fond je sais pas, du Kenya n'aient pas les mêmes possibilités qu'au centre de la Silicon Valley. Ce qui doit primer avant tout, c'est l'énergie, l'idée, etc. Et donc, ils donnent la possibilité à tout le monde, depuis n'importe où, de créer une boîte en quelques heures pour une somme dérisoire, et avec toute une infrastructure et des banques, etc., qui sont directement mises à disposition. Et ce genre de vision, je trouve, moi, c'est ce qui m'excite vraiment dans mon boulot. Et, ouais. Alors Damien, on peut inviter les internautes qui nous rejoignent à poser des questions, hein, s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur les parcours des uns et des autres, qui n'hésitent pas. Et Damien, tu seras le relais. Tu as déjà quelque chose ? Pour l'instant, il y a pas mal de gens qui nous ont écoutés manifestement depuis les lieux du festival. C'est assez marrant. On sait que c'est le temps de midi. On se disait que vous alliez en profiter pour pouvoir faire des choses. Justement, regarder un peu ce direct. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être physiquement à Namur aujourd'hui. Ouais. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on les relaiera évidemment. Alors moi, je vais poser la question qu'on m'a interdit de poser, mais comme je n'écoute pas beaucoup ce qu'on me dit, j'aimerais savoir, Arnaud, ce sera quoi la prochaine révolution chez Instagram ? Ok. Oui. Donc comme on disait tout à l'heure, voilà, donc ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Mais... Tu sais, ça fait vraiment partie de. En plus, c'est le genre de choses. Quand tu poses ce genre de questions, on sait très bien la réponse qu'on va avoir, mais en tant que journaliste, on se doit de la poser. On a envie, donc hein, ça nous démange. Et chez Google Il y a beaucoup de projets qui se passent pour le moment. De nouveau, je peux pas en parler non plus, mais c'est l'avantage des grosses sociétés comme Facebook ou comme Google, c'est qu'il y a beaucoup de moyens et du coup, on a beaucoup plus de chances de travailler sur des projets inédits et des moonshots. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais... Et c'est vrai que vous avez des profils qui commencent à être seniors là tout doucement les gars, même si on va pas dévoiler votre âge, mais vous êtes plutôt tout jeune. On est senior à quel âge dans le milieu? Mais non, mais sérieux. C'est une vraie bonne question. Est-ce que vous vous considérez d'abord comme des seniors dans le métier? Sur le salaire, je pense bien, mais comment justement on manage les petits jeunes qui arrivent? Parce que vous, votre propre profil a fait en sorte que vous avez été engagé au culot. Comment on attire des talents? On va donner les âges, on peut. On peut, évidemment. Vous avez quel âge? J'ai 32 ans. Ok. Oui, moi aussi. 34. Voilà, donc ils ont la 33. trentaine, quoi, ça va. Ils sont plus jeunes que moi, en tout cas. Bah, comme moi aussi. La question c'était comment on attire des talents, des mecs comme vous, comment on les attire et comment on les garde, surtout, parce que ça n'a jamais été aussi fluide qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de circuler. Quand on est vraiment bon, les développeurs, c'est les rockstars du monde informatique. Bah, je pense qu'il faut leur laisser le plus de liberté possible, en fait. Et à Google, par exemple, c'est ce que tu disais, c'est qu'ils essayent de promouvoir l'apprentissage. Donc, ils nous fournissent des classes, on va essayer de partager nos savoirs. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai besoin d'apprendre continuellement, sinon je m'embête et sinon ça m'intéresse plus. Et des grosses boîtes comme Google, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent tellement d'options pour apprendre des nouvelles choses que moi, ça m'intéresse. Oui, moi je reviendrai aussi sur ce que disait Benjamin tout à l'heure, c'est les projets sont audacieux, donc c'est des projets avec vraiment une grande vision globale où on veut essayer d'impacter le monde en général et pas juste, pas juste un petit projet local. Ça c'est la première chose. Et alors la deuxième chose que je rajouterais aussi, c'est que moi ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on a l'occasion de travailler avec des gens qui sont extrêmement brillants, qui viennent du monde entier, donc il y a toute une série de cultures et donc intellectuellement c'est hyper stimulant. Donc les problèmes auxquels on s'attaque sont extrêmement compliqués. On travaille avec des gens extrêmement brillants et voilà. Et puis après l'apprentissage, etc. Donc. Alors je vais poser la deuxième question que j'ai très envie de connaître la réponse en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans vos milieux. Bah, moi je vais réagir là-dessus. Bon d'abord oui c'est vrai. Mais par contre. Je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font par rapport à ça maintenant. C'est quoi? C'est au niveau de la formation? Au départ, il y a peu de... Non, bah je crois que c'est
je prends l'exemple opposé. Imaginez que moi, en tant qu'homme, je veuille absolument être, je sais pas, moi, travailler dans une crèche par exemple. Et je vais le premier jour dans, je sais pas, la formation qui donne ce genre de cours. Et je vois qu'il y a devant moi 99 nanas, quoi. Et ben, ouais, je peux m'inscrire, on va pas me rejeter, quoi. Mais il faut un certain courage, il faut vraiment se dire, bon, ben, ouais, ok, je vais le faire malgré tout parce que je suis vraiment passionné, mais franchement, voilà, ça va pas être facile d'être le seul comme ça dans ce milieu, quoi. Et donc, je crois que ça effraie beaucoup de gens. Et que donc les efforts qui sont mis en avant chez Stripe, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur, quoi. D'essayer d'avoir un maximum de diversité par rapport à ça, c'est vraiment un moyen d'encourager les gens de se dire, vous n'êtes pas entre guillemets tout seul dans votre cas, vous n'allez pas être le mouton noir de la boîte, n'importe quoi. Regardez, il y en a plein comme vous, donc si vous êtes un mec ou une développeuse passionnée, regardez, vous n'êtes pas tout seul dans ce genre de cas. Et donc je trouve que c'est extrêmement important de continuer à promouvoir ça, et franchement je vois de plus en plus Alors, ouais. Okay. Et toi, donc, tu habites la Bruyère, tu es plus souvent en Belgique finalement qu'à San Francisco ou pas? Oui. Je voyage là tous les 6 semaines exactement, mais donc ouais, je suis là-bas beaucoup, mais je suis plus ici clairement. Voilà. Et vous deux, vous êtes full-time à New York? Oui, tout à fait. D'accord. Et là, on a des coucous du Mexique, de l'Espagne. Ah ben voilà. Des gens qui, Jérémy Lanois, qui, si je me trompe, est à Dubaï. Voilà, il y a des gens un peu partout dans le monde aussi. Ils sont les bienvenus, évidemment. Pour revenir par rapport aux femmes, j'ai promis aux organisateurs que là, on a 8 speakers hommes. J'ai promis aux organisateurs que l'année prochaine, il y aurait au moins 4 femmes, donc au moins la moitié. Ah voilà, ce sera l'objectif. Si on le refait, il y a même des speakers qui refusent maintenant d'intervenir sur des conférences où il n'y a pas la parité. J'ai vu ça récemment. Eh bien voilà, je propose qu'on accueille les suivants. On n'a pas su tous les réunir en même temps pour ce Facebook, donc on va vous demander de laisser la place. Merci à vous les gars. Et puis on rappelle que vous êtes d'ici une petite heure. Même pas, oui, d'ici une petite heure, les premiers d'entre vous vont commencer leurs ateliers. Je ne sais pas s'il y a encore de la place d'ailleurs. Pendant que vous sortez, qu'on accueille les suivants, on peut rappeler l'adresse du KIC, kik.be, pour venir voir les différents programmes. Il y a vraiment plein de choses qui vont se passer. Merci beaucoup d'être passé nous voir pendant en tout cas. Ces 2 journées, ça va être très riche. Alors pour le coup, les ateliers sont très particuliers, mais il y a une ambiance. Il commence à y avoir pas mal de gens d'ailleurs. En fait, le marché se remplit bien. Les sessions tech vont se passer au studio, donc c'est une salle qui est un peu difficile à trouver. Au théâtre. Un peu caracolée, dans le théâtre. Donc voilà, n'abandonnez pas si vous ne le trouvez pas au premier essai. Alors on accueille à présent Loïc Vigneron. Bonjour. Michael Heutersprott. Bonjour. Je l'ai bien dit. Oui. J'ai un nom compliqué moi aussi. Je comprends. Et alors Yannick Schutz. Oui, voilà. Soyez les bienvenus. Alors Loïc, il est développeur chez Spin42. 42. Ouais. Des études à l'UCL, c'est ça, ici en Belgique. Et alors ta particularité, on va développer ça, c'est de créer des drones à partir d'imprimantes 3D. J'ai bien compris? On va détailler ça dans un instant. Michael, lui, est développeur chez Fitbit. Oui. Voilà. Il me semble que ces jours-ci, ça doit être ton anniversaire, si j'ai bien... Ah oui, j'ai 35 ans aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Bon anniversaire. Merci. Et bienvenue au KIC pour fêter ça. Et il est le doyen d'ailleurs. C'est vrai, c'est lui. Et alors Yannick, lui, il travaille chez Heroku. Tu es développeur, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et c'est à San Francisco, mais la plupart du temps, tu es en Belgique. Oui, donc la société est principalement remote. Donc, voilà. Il y en a de plus en plus des sociétés qui fonctionnent comme ça. C'est vrai. Mais on se rend compte, le numérique a apporté cette sensation-là, c'est cette capacité de se dire que dès qu'on a du Wi-Fi, dès qu'on est connecté, on peut créer de la valeur, on peut travailler à distance. Alors le confort de vie, et on l'a vu avec ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent comme intervention, c'est que ce qui est important, c'est de se sentir bien dans ses baskets quand on travaille. Pour certains, être bien dans ses baskets, c'est être avec ses enfants, sa femme, en Belgique, et puis ça permet de travailler. Les 9 heures de décalage. C'est le cas de Yannick qui a un petit bout, donc c'est important d'être là. Oui, c'est important. Voilà. Et c'est aussi assez amusant de travailler de la maison avec un petit bout qui veut monter, venir travailler sur l'ordinateur aussi. C'est un futur développeur, programmeur, designer. Il aime principalement les émoticônes. D'accord. D'accord. J'ai cru comprendre que tu adorais ça, créer des gifs. C'est ton passe-temps? En gros,
Ma compagne pense que mon boulot, c'est 90% Voilà. du temps trouver le bon GIF pour répondre à un email ou la bonne émoticône. Et c'est à peu près vrai. Voilà, parlez un petit peu de vos expériences, de votre formation peut-être, et puis de la façon dont vous avez mis un pied dans le milieu. Ben voilà, moi c'est super simple, j'ai un parcours entre guillemets classique. J'ai étudié à l'UCL, donc un master en informatique. J'ai étudié à l'UCL, un master en informatique. Après ça, j'ai commencé dans une start-up qui s'appelle Jump, enfin qui s'appelait Jump maintenant. Et là, j'ai vite pris goût au monde des start-up. Donc après ça, on a fondé une boîte avec, on est 3, où on aide les teams à créer des produits de meilleure qualité et les scaler avec des méthodologies agiles et lean. Et donc on a un modèle assez particulier, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler 3 jours semaine pour des clients externes en consultance et garder 2 jours semaine pour faire des projets internes. Parce que c'est vraiment, à ce moment-là, on apprend vraiment beaucoup de choses, et on trouve ça vraiment important. Et moi, puis en plus jeune âge, j'ai toujours adoré créer des choses avec mes mains, c'est-à-dire développer, etc. Et maintenant, on est dans un monde où on peut presque tout faire, quoi. Donc grâce aux imprimantes 3D, au développement logiciel, là je me retrouve toujours avec plein d'idées en tête. Et ces 2 jours permettent vraiment de se lâcher niveau créativité. Et donc on adore faire tout ça. Et voilà. Alors cette histoire de drone, on a les images peut-être Non, on les a pas là, on les prendra tout à l'heure parce qu'elles sont, c'est des images que tu vas montrer C'est ça. tout à l'heure pendant C'est ton ça, atelier. C'est assez incroyable parce que les drones, il y a peut-être 5-6 ans, on commençait à en parler. Et aujourd'hui, on est capable de les construire soi-même dans son salon avec une imprimante. C'est ça. Bah, le tout est venu, j'avais envie de changer un peu d'air, donc je me suis dit il me faut un nouveau jouet. Et donc j'ai acheté un drone de course. Et voilà, j'ai commencé un peu à jouer avec ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment génial, quoi. Donc c'est super stable, c'est rapide. Et voilà, c'est impressionnant. Donc j'ai voulu apprendre à comment fonctionnait ce style de drone. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est l'ère de l'imprimante 3D. On va en acheter une, on va tester ça. Donc j'ai fait les plans, j'ai commencé à imprimer les pièces. Je me suis dit il faut que j'apprenne un nouveau langage de programmation. Ben voilà, pourquoi pas faire avec ce langage-là. Et au final, petit à petit, j'ai commencé à créer ce drone qui volait pas du tout au début. Hein. C'était n'importe quoi. Ça voletait. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à l'améliorer et à le faire voler. Et au final, c'est une belle plateforme pour apprendre, pour jouer, apprendre de nouvelles choses. Je crois que c'est un bon début pour plein de meet-up dans le futur. Ça t'a pris combien de temps Alors j'ai pas mal de soirées que je ne compte pas. Mais puis j'ai commencé un peu à bosser 2 jours semaine durant 3-4 mois pour arriver à un truc correct. Ça c'est génial parce que on ne pouvait pas imaginer ça il y a même 3 ans, en quelques mois, pouvoir construire un truc aussi complexe qu'un drone. Et maintenant avec les outils actuels, les langages de programmation, les trucs comme Arduino, comme Raspberry Pi, comme les imprimantes 3D, c'est devenu accessible. Et j'imagine même pas dans 3 ans ce qu'on pourra faire. Ça va tellement vite. C'est génial. C'est cette faculté de mener plusieurs projets en même temps. Parce qu'à un moment donné, il faut manger, on est bien d'accord, il faut pouvoir payer les factures. Et ces projets-là, ils ne sont pas rentables tout de suite, voire même jamais. Rarement, jamais rentables. Comment est-ce qu'on réussit à montrer? En fait, c'est montrer ce qu'on sait faire. C'est comme ça qu'on attire des gens qui vont faire des projets avec toi, qui vont dire je vais même te payer pour le faire. Mais je pense que c'est plutôt faire quelque chose avec passion et les gens le remarquent. Donc c'est-à-dire que on ne travaille pas pour des gens, on travaille avec des gens. Donc c'est-à-dire qu'on travaille 3 jours semaine pour nos clients, partenaires, où là on apprend beaucoup de choses d'eux, mais on amène beaucoup de choses qu'on a appris nous-mêmes aussi dans leur travail de tous les jours. Et en faisant des projets style le drone ou d'autres produits qu'on lance sur le côté, je crois que les gens se rendent compte qu'on est passionné par ce qu'on fait et en fait c'est ça que tout le monde recherche. Principalement c'est l'équipe plutôt que le produit. Donc là je pense que ça fait mouche. Quoi. Ouais. Arnaud était un très bon exemple de ça aussi. Il avait fait un projet artistique, comme il a dit, qui rapporte rien du tout. Et ça s'est fait remarquer et maintenant il bosse chez Instagram. Donc, c'est comme ça pour moi qu'on se fait valoir. C'est en faisant des choses, même qui ne rapportent pas de l'argent. Ce qui veut dire aussi que toutes les traces qu'on laisse en ligne sont importantes. Il faut en avoir conscience quand on a 10, 12 ans, 15 ans maintenant et qu'on est connecté et puis qu'on balance des photos sur Snapchat. Il y a du positif comme ça et puis il y a du négatif, donc il faut faire attention. C'est l'autre versant de la médaille quelque part, il faut y faire attention aussi. En général on parle du côté négatif. Oui, ça, parlons un peu plus du côté. On parle du côté positif, mais on le garde à l'œil. Alors Michael, c'est quoi cette boîte Fitbit? En gros, on est des coachs électroniques, donc j'en porte une ici, c'est un bracelet qui te dit combien de pas on fait, combien de calories on brûle, le rythme cardiaque, etc. Et on a une application qui va avec ça et qui en fait permet de monitorer
sa santé, son fitness, etc. Et ouais, en résumé, c'est un peu ça. Et ton boulot par rapport à ça? Je suis un développeur mobile Android chez Fitbit, donc je travaille en fait sur la partie Bluetooth qui communique avec nos bracelets. Donc Bluetooth est un protocole sans fil entre le téléphone et nos bracelets. Voilà. Voilà, la Même boîte, le président Barack Obama, il a ça. Ah bon? Ça leur fait une pub d'enfer. Est-ce qu'Hillary Clinton en a commandé un? Ça, c'est une bonne question. Alors, la boîte, elle se trouve à San Francisco aussi. Donc, comment tu organises ton travail, toi? Comment est-ce que j'organise mon travail? Oui. Comment ça? Entre la Belgique et San Francisco, tu vis là-bas? Je vis là-bas, oui. D'accord. Oui, je vis là-bas. Je suis de passage pour le kick, en fait. Tu es revenu pour le kick? Mais oui, donc... D'accord. J'ai bougé à San Francisco il y a 3 ans et demi, je pense. Avec Vincent, j'ai rejoint Instaply, qui était une start-up. On s'est bien amusé pendant quelques temps et ensuite, par après, j'ai rejoint Fitbit parce que j'étais super intéressé par le produit. C'est une chouette boîte, des chouettes gens. Donc voilà, c'est ça qui m'a ensuite motivé. Donc, et pour la petite histoire, lui non plus n'a pas demandé l'autorisation à la STIB avant de construire l'application. Ah oui, donc ça c'est un petit passage avant mon départ à San Francisco. En fait, j'ai eu beaucoup de visibilité grâce à ça. J'ai fait un projet mobile pour la STIB dans mon temps libre. Et on avait fait une vidéo. Et la vidéo a fait à ce moment-là un espèce de buzz incroyable pour Bruxelles parce que tout le monde voulait cette application. Et ouais, donc au final, quelques mois après, on l'a sorti ensemble avec la STIB, on a collaboré là-dessus, etc. Mais moi, ça m'a donné une énorme visibilité. Et c'était quoi cette appli? En gros, c'est une application qui vous dit les horaires, le temps réel, donc combien de temps vous allez devoir attendre votre bus en temps réel. Donc s'il ne respecte pas l'horaire, c'est pas grave, il va arriver dans 10 minutes parce qu'il a du retard. Et voilà. Mais à la base, c'était un hack aussi. À la base, c'était un hack complet parce qu'il n'y avait aucune information. Enfin, s'il y avait de l'information qui était disponible, mais elle n'était pas structurée. Tu n'étais pas censé l'utiliser. Oui, il fallait trouver un moyen de structurer cette information et de la faire consommer par l'application. Et c'était un gros challenge. Je suis content d'avoir réussi tout ça. Et on était en quelle année à ce moment-là? Je pense qu'on est presque il y a 10 ans en fait. Je crois qu'on est en 2006, 2007, peut-être 2008. C'est une application qui aujourd'hui paraît tout à fait normale de rendre ce genre de service-là à ses utilisateurs, sauf que toi tu étais en avance de face, tu t'es dit comment je peux résoudre un problème que moi je rencontre et essayer de le donner au plus grand nombre. C'est souvent comme ça que les J'étais vraiment frustré de ne pas avoir cette information en mobile en fait. Donc je me suis dit si c'est pas là, je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Voilà. Yannick, ton boulot c'est quoi alors? En gros, donc la boîte c'est Heroku, on fait de l'hébergement applicatif, applicatif web. Il vaut mieux préciser parce que beaucoup de gens me demandent donc Facebook c'est hébergé chez vous? Non, pas du tout. Et chez eux, je suis dans une petite équipe d'outils internes, donc je ne fais rien qui est visible pour le public. Je fais uniquement des outils pour les développeurs de cette société. Donc on a une petite équipe de 3 personnes à faire ça à plein temps. Et on leur propose des plateformes pour qu'ils puissent tester la plateforme facilement. On automatise beaucoup de choses. En gros, on leur facilite la vie au jour le jour. Comme beaucoup de gens feraient pour des clients généraux, on le fait juste pour les développeurs de cette société. D'accord. Et toi aussi, tu as été hacker dans une première vie? J'ai aussi un parcours plutôt traditionnel, universitaire. Donc après, j'ai eu un job à l'université pour un projet européen qui m'a permis, en 2011, je pense, aller à Google I.O. à San Francisco. J'ai rencontré Vincent et d'autres personnes à ce moment-là. Et de là, j'ai sauté dans le train des startups. J'ai été aidé Check 10 à l'époque. Et puis j'ai été de nouveau dans du produit et dans du client. Et de là, je suis repassé sur Frontback, qui est une autre start-up à l'époque. Et on utilisait Heroku. Et de fil en aiguille, j'aimais vraiment bien ce produit. Et je me suis dit, pourquoi pas envoyer mon CV là-bas. Il y a des offres d'emploi. Ils me proposent d'aller là-bas. Pendant les interviews, ils me font, tu peux rester en Belgique, ça va aussi pour le moment. Donc, de là, j'ai rejoint l'équipe depuis la Belgique. Et et ça se passe bien comme ça. Ça fait 3 ans. Vous connaissez tous un peu, vous jetez un œil sur les projets des uns et des autres. C'est un petit monde en fait, la Belgique. Donc, et c'est bien parce qu'il y a vraiment une communauté. Il y a une communauté au niveau des startups, des entrepreneurs. Il y a aussi une communauté au niveau des développeurs, des designers. Et c'est vraiment...
Il faut pas non plus se leurrer. C'est vrai que du côté néerlandophone, ils étaient peut-être un peu en avance de phase. C'est peut-être une question culturelle, plus proche de la langue anglaise, qui est plutôt la langue de travail générale dans ce monde-là. Et c'est vrai que côté francophone, enfin, on va pas se jeter des fleurs non plus, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chouettes choses qui sont en train de On a appris l'anglais maintenant, donc on peut... Ça fait partie, ce qui est en train de se passer ici aujourd'hui, on est une jolie preuve. Hein. C'est que manifestement, c'est en train de monter. Continuer à avoir des projets intéressants. Parce que sur le live, il y a quelqu'un qui nous parle des projets de cuisine. Ça aussi, c'est un side project derrière. Quelqu'un qui te remercie pour les bouquins. Ouais. Ah oui, parce j'ai que appris tu t'intéresses ça. Vous êtes aussi un passionné de cuisine? Ouais, plutôt de nutrition, on va dire. Enfin, de cuisine, je la consomme, on va dire. Ça, je suis plus passionné pour ça. Et vous avez écrit un bouquin? Je suis en train d'écrire un bouquin sur la nutrition. Et en fait, le mécanicien / caméraman. D'où la difficulté de définir précisément ce que vous faites dans la vie. Pour moi, ça a toujours été difficile de définir ce que je fais parce que je m'intéresse à plein de trucs. Je suis informaticien à la base, mais là, je fais du guidage pour les startups. J'aide à organiser des événements comme ici. J'écris sur mon blog et puis je m'intéresse à la nutrition, j'écris un bouquin sur la nutrition. J'ai un projet de bouquin pour enfants aussi. Donc, disons que à un certain moment de ma vie, je me suis dit, à chaque fois que j'ai une idée un peu folle, je vais le faire en fait. Et j'essaye de le faire. Et ça prend du temps, mais voilà. Alors là, le kick démarre. Est-ce que vous avez déjà eu le temps, les uns et les autres, de jeter un œil et de discuter un petit peu? J'ai un œil au bar déjà. Je pense qu'on a déjà jeté un œil au bar, mais je pense qu'on a surtout cherché à se retrouver tous et à discuter parce qu'on n'a pas l'occasion de se retrouver souvent comme des occasions comme celle-ci. Il n'y en a pas 10 000 dans l'année. Donc on a un petit peu discuté les projets de l'un à l'autre, etc. Et oui, on va assister aux conférences. Alors vous êtes là pour des conférences. Est-ce qu'il y a des mots d'ordre dans vos boîtes respectives? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire? Forcément. C'est quoi la prochaine innovation chez Fitbit? J'essaye. No comment. Je ne peux pas commenter sur ces choses-là. Ah, mais évidemment, ils ne peuvent pas parler de ce genre de choses-là. Mais après, je pense que c'est quand même plutôt libre par rapport à l'existant. En gros, en interne, on a clairement des projets qui sont encore à l'état embryonnaire ou en alpha vraiment interne. Et donc, on ne peut pas trop en parler, mais il y a plein de projets qui sont lancés au fur et à mesure. Nous, ici, on vient d'avoir En gros, on est une société qui a été rachetée par Salesforce. Il vient d'y avoir la grosse conférence Dreamforce à San Francisco, qui a eu beaucoup d'annonces de projets sur lesquels on travaillait depuis 1 an et qui sont enfin sortis de terre. Et donc ceux-là, maintenant, on peut enfin en parler, même si ça fait 6-7 mois qu'on les utilise en interne. Et puis, oui, il faut savoir aussi que pour un projet qui sort et qui est utilisé par le plus grand nombre, il y en a peut-être 10 ou 15 qui sont tués dans l'œuf. Parce que justement, le cycle d'itération est important. Et quelque part, travailler aussi dans une grosse boîte américaine comme ça, qui a des produits qui sont diffusés partout dans le monde, c'est... Quand il y a des nouvelles choses sur lesquelles on travaille, évidemment, on a tout de suite envie de partager. On est super excités. Waouh, c'est trop bien ce qu'on va faire. Et on peut rien dire. Et c'est quelque chose. Enfin, au début, j'avais du mal. J'ai appris à vivre avec ça. Et maintenant, je ne dis plus rien en fait. Ce qui est bien quand on passe du temps avec vous, c'est que comme on ne peut pas discuter de boulot, on discute vraiment de la vie, de bière, de vin. Donc vous arrivez quand même à vous déconnecter de temps en temps. Ouais, c'est ça le mieux, je trouve. En fait, avec toutes ces personnes, on a une passion commune. Mais la plupart du temps, on n'en parle pas et on boit des bières et on discute de bêtises, du quotidien. En fait, c'est simplement c'est bien mieux que de se battre sur une technologie ou sur ce qui est le meilleur éditeur ou autre bêtise comme ça, quoi. D'accord. Bien, en tout cas, merci d'avoir pris un peu de temps pour quand même en parler avec nous pendant ce Facebook. On va accueillir les prochains invités. On peut changer. Oui, et en attendant, Damien, on va peut-être jeter un œil sur ce qui se passe sur la toile. Oui, de nouveau, pas mal de gens. On nous dit que... on parlait notamment de Vincent sur la bouffe. J'ai dit vous à Vincent, me dit Xavier Daman qui me demande. Non, c'est tu, Xavier, évidemment. Oui, moi aussi, je l'ai vu voyé un moment. C'est l'éducation, Damien. Oui, bon, on se refait pas. Ce qu'on peut peut-être faire, par contre, en attendant qu'ils viennent nous rejoindre, on va montrer quelques images du projet d'Emile, justement, qui, pour Halloween, a fait un peu le saut. On peut voir l'image en principe. Voilà, pas trop spoiler, attention. On va pas trop spoiler parce que c'est le sujet justement de sa conférence de cet après-midi. Mais il va plutôt expliquer les aspects techniques. Ici, c'est très visuel. Voilà, c'est un truc absolument dingue avec des LED. Voilà, je pense que des costumes d'Halloween comme ceux-là, on n'en voit pas des masses.
Voilà, et puis sinon sur le live, manifestement ça discute. On a oublié de dire bon anniversaire à Emiche de la part de Cécile aussi. Enfin, si on va pas faire tous les remerciements, mais voilà, merci à vous tous d'être là avec nous sur Facebook aujourd'hui. Alors, on en a deux autres maintenant qui viennent de nous rejoindre sur le plateau, Fabrice Lejeune et Fabien Penseau. Soyez les bienvenus. Bonjour. Voilà. Merci, bonjour. Vous aussi, vous êtes là pour des conférences. Vous connaissiez le Kik ? Moi, je connais le Kik vu que je suis un peu le régional de l'étape et que je travaille chez Doc Studio. Donc, voilà. Forcément, je connais le Kik. J'y travaille depuis un moment maintenant. Mais tous ne sont pas déjà venus, en tout cas. Pourtant, on est quand même à la 6e édition. Moi, je ne connaissais pas. Voilà. Donc, c'est la première fois. Je suis très content d'être invité. Fabien n'est même jamais venu à Namur, je pense. Je confirme que je ne suis jamais venu à Namur. Il y a tellement de choses à pouvoir découvrir. Les ateliers que vous allez monter cet après-midi, est-ce que ça vous a surpris que Vincent vous contacte pour faire ce genre de choses ? Alors, là où j'étais surpris, c'est d'inclure de la technique dans une conférence qui n'était pas technique à la base. Donc je trouve ça assez pertinent. Surtout qu'aujourd'hui, comme Internet et la tech envahit tout niveau de la société, l'inclure dans une conférence aussi généraliste et qui au départ était plutôt artistique est plutôt pertinent, à mon avis. Et ça fait un petit peu peur en même temps, vu que c'est la première édition, on doit savoir si le public va adhérer ou pas. S'ils vont trouver le studio, on verra. C'est tout au bas de la cave. Fabrice de Doc Studio, ce qui fait ta présence ici, c'est que tu as aussi décroché des prix plutôt à l'étranger. Donc on en a parlé beaucoup de ce CV finalement qui compte un peu plus que le diplôme. Ça a été le cas pour toi aussi ? Je ne vais pas mentir qu'en fait, avant de travailler chez Doc Studio, j'ai travaillé chez Epic, qui était aussi une grosse boîte de Belgique. Et forcément, travailler chez deux acteurs du web tels que Epic et Doc Studio, ça aide forcément à ouvrir des portes. Et je dirais pas que le CV est inutile complètement parce que ça apporte quand même des bases. Moi, personnellement, j'ai fait l'informatique industrielle. Ça n'a rien à voir avec le web, mais ça m'a appris des bases de développement qui me sont utiles maintenant et qui me permettent d'évoluer assez facilement et rapidement dans le web. Et forcément, gagner des prix pour des sites, ça fait une belle publicité. Voilà, un petit mot quand même sur Doc Studio. C'est une boîte namuroise. C'est une boîte namuroise, oui. Elle va avoir 10 ans. On a une trentaine d'employés en comptant le Kik, le Track et tout ça est superbe. Donc on a plusieurs entités chez Doc Studio. Et Doc Studio s'occupe réellement que de la partie web design. Et là, on est une équipe d'à peu près 15-16 personnes, des designers, des développeurs back-end, des développeurs front-end, des commerciaux, des gestionnaires de projets et tout ça. Avec des clients partout, aux États-Unis. On commence de plus en plus à aller sur l'exportation, en effet, avoir beaucoup de clients des États-Unis. Mais on fait toujours aussi bien des petits clients de Belgique, des petites PME, des sites institutionnels ou le site du Kik, par exemple. C'est un peu notre challenge de l'année où on s'amuse, c'est un peu notre projet bébé. Clients à l'étranger, on peut connaître leur nom ? On a travaillé pour Microsoft, on a travaillé pour le Musée des sciences de Chicago. Ici, on va bientôt communiquer sur un site qu'on a fait pour le Kennedy Center. On est très musée en fait, c'est vrai. Et donc voilà, ça prend tout doucement et de plus en plus, je pense qu'on va se tourner vers les États-Unis. D'accord. Stuart, c'est une entreprise de livraison. Alors Stuart, c'est une société qui a l'ambition de révolutionner la logistique urbaine et de faire la livraison du dernier mètre. Donc en fait, on a été fondé il y a à peu près 1 an et demi par Clément Benoît et Benjamin Chemelin. Et on a été financé par le groupe La Poste français. Nos clients, c'est principalement des gros clients type Carrefour, KFC, Sushi Shop. Et en fait, toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, sont bousculées par des sociétés comme Amazon et sont obligées de se mettre à faire de la livraison. Donc nous, on se spécialise dans la livraison sous 1 heure, qui n'existait pas avant, ou qui existait à des coûts qui étaient bien plus élevés que ceux qu'on peut appliquer nous-mêmes à nos clients. Voilà. Aujourd'hui, on est basé à Paris, Barcelone et Londres. On est principalement sur Paris et Barcelone pour la partie technique. Londres étant plutôt une partie commerciale. On a beaucoup de clients à Londres qu'on a ouvert en début d'année. Et on a l'ambition de se développer en Europe assez rapidement parce qu'on va ouvrir 2 villes supplémentaires d'ici la fin de l'année. Et l'année prochaine, plusieurs. C'est intéressant parce que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, on repère une faille dans le marché, un truc très précis,
Et on attaque Et tout de bam. suite worldwide. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus possible aujourd'hui avec un facteur qui est indéniable, c'est le mobile. C'est quelque chose, c'est un support sur lequel vous travaillez beaucoup. Vous avez C'est créé indispensable. des applications d'ailleurs pour la BBC, je pense. Pour la BBC, oui. C'était Alors, quoi les ça, push c'était de dans le cadre notification Voilà, alors ça c'était dans le cadre de mon travail précédent, c'est pas dans le cadre de Stuart. Donc effectivement, il y a 2-3 ans de ça, j'ai travaillé pour la BBC pour l'envoi de tous les push mobiles sur les applis BBC News et BBC Sport avec une société qui s'appelle Process One. Et effectivement, dans ce cadre-là, le mobile était évidemment indispensable. Moi, ça fait 20 ans que je travaille professionnellement, donc j'ai vu la révolution Internet, la première en 98, et la dernière, la plus récente, qui est la révolution mobile. Le mobile, ça vous change complètement la société, et on peut développer des services qui n'étaient pas possibles avant. Ça, Vincent, le mobile aussi, c'est quelque chose, c'est indéniable. On a vu les chiffres ce matin, je pense, ou cette nuit, qui expliquent que l'Internet mobile. Je pense qu'on vient de dépasser en fait. On vient de le dépasser. Ouais. L'usage d'Internet sur mobile vient de dépasser l'usage d'Internet sur desktop, donc sur ordinateur classique. Donc ouais, on peut plus l'ignorer, quoi. C'est plus possible. Donc, et ça va aller de plus en plus. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le futur des devices que ce sera, mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers du mobile, ça c'est sûr. Bah d'ailleurs, les constructeurs s'en cachent pas. Hein. Un des buts de l'informatique moderne, c'est de faire carrément disparaître l'engin qu'on tient en main encore aujourd'hui. Progressivement, l'informatique s'intègre à nos vêtements. Et on sait que dans la Silicon Valley, notamment chez Google, à l'université de la singularité, ils sont en train de travailler sur intégrer ça en nous. Mais ils ne peuvent pas en parler. Mais ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas en parler. Mais on le sait, ils ne s'en cachent pas. Ça fait partie de la vision que développent ces grandes entreprises-là. Aujourd'hui, c'est le mobile. C'est là où il faut. Et on parle à quelle échéance ils travaillent là-dessus déjà. Oui, mais quand on parlait des voitures Depuis qui se un pilotaient moment, automatiquement, oui. il y a quelques années, on nous prenait pour des fous en disant oui, c'est pour dans 2020, 2030. Les voitures qui se conduisent toutes seules, c'est aujourd'hui. Le truc, c'est que l'évolution, c'est pas linéaire, en fait, c'est exponentiel. Donc c'est vrai qu'il y a 3 ans, on pensait que ça allait pas être possible, mais en fait, c'est la loi de Moore, je sais pas si vous voyez, où le truc fait x2 tous les 2 ans. La capacité de stockage des puces diminue en taille, mais est exponentielle. Ça s'applique à plein de domaines dans la technologie, et c'est pour ça que ça va si vite, en fait, parce que c'est exponentiel. On pense que c'est linéaire, que ça avance tout doucement, comme une ligne droite, mais en fait, non, ça va comme un hockey stick. Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, que tout est possible, que tout est envisageable? Ouais, ça veut dire que même si les médias nous disent que ça va être la fin du monde dans 10 ans, ben en fait non, parce qu'on va trouver des technologies d'ici là qui vont nous sauver, qu'on n'imagine même pas maintenant, qui seraient possibles, et dans 10 ans ce sera normal en fait. Dans 10 ans, on verra des voitures électriques self-driving dans nos villes, il n'y aura plus de pollution, il n'y aura plus de bruit, on va pouvoir remplacer les parkings par des parcs. Voilà, ce sera quoi l'enjeu de la prochaine décennie? Mais moi je suis convaincu que ce genre de choses, ce genre d'innovation va arriver. On a encore vu il y a quelques jours que les tuiles sur les toits vont être remplacées par des tuiles photovoltaïques. Ça paraîtra insensé dans 10 ans de construire encore un toit sans les panneaux qui sont directement intégrés. Il y aura des côtés négatifs à ça. On sait que la production énergétique, enfin le coût énergétique de production est énorme de tout ça. Les serveurs, ça prend de la place, ça chauffe, ça a un facteur environnemental important. Ces entreprises-là travaillent aussi à le réduire, mais tout n'est pas vert et tout n'est pas rose dans ce monde-là non plus. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait plus de vert que de noir. Enfin, je sais pas comment tu le dirais. Et je pense que c'est le cas. Ouais. Il y a un exemple justement par rapport à... Pour l'instant, on vit dans un monde où pour faire 10 km à Bruxelles, ça nous prend 2 heures et c'est juste pas possible. Et à la fin du 19e siècle, ils avaient ce problème à Londres où ils avaient, avant l'invention de la voiture... Juste le micro. Oui, pardon. Merci. Ils avaient ce problème à Londres où ils pouvaient plus circuler dans la rue parce qu'il y avait des cacas de chevaux partout, parce qu'il y avait trop de chevaux dans les rues qui spawnaient. Et à l'époque, ils disaient c'est la fin du monde, on ne va plus pouvoir circuler, il y a trop de chevaux, il y a trop de caca, ça pue, c'est horrible. Puis ils ont inventé la voiture et ça a tout révolutionné. Et je pense qu'on va encore voir ce genre d'innovation de nos jours et qui vont tout changer. Dans les années à venir, je pense que le transport, c'est un des domaines qui va être le plus en poupe. On voit avec Uber les changements, avec Tesla. Et effectivement, dans les années à venir, quand on voit les problèmes qu'on a au niveau de la pollution dans des villes type Paris ou Londres, qui sont assez denses, quand on voit qu'une entreprise, une voiture, je crois, est utilisée en moyenne 10% du temps par son propriétaire, on voit bien que le partage de ces ressources va être indispensable, obligatoire. Et ce qui est génial, c'est qu'on va résoudre plein de problèmes en même temps. On va résoudre la pollution, la mobilité, le bruit.
En Belgique, il y a beaucoup à faire, vu Ouais, que génial. le parc automobile belge est un des plus élevés d'Europe. C'est quand même affolant. C'est une question de mentalité aussi, parce que des problèmes, on va en résoudre plein, on va en créer d'autres, Ouais. plus que Bah probablement, oui, c'est ça. mais on va en résoudre toute une série. De on est nouveau, prêt à tant ça qu'on en réseau plus qu'on en crée, voilà, on évolue, quoi. Et Il y aura toujours des problèmes. Souvent, le problème qu'on a en Europe, c'est que les technologies avancent beaucoup plus vite que les politiques. Et je pense qu'on est quand même, on a des gros soucis sur, en tout cas en France, des politiques qui sont déconnectées de la réalité et qui imposent des lois ou qui font des procédures qui ne sont pas du temps des gens qui ont entre 20 et 40 ans aujourd'hui et qui ont connu Internet très jeune, si ce n'est depuis toujours les milléniums. Et donc le problème qu'on a, c'est surtout la partie légalisation et politique de tous ces nouveaux outils. Les tuiles dont vous parlez, aujourd'hui, si elles étaient disponibles et que vous vouliez les installer sur les toits de Paris, vous ne pourriez pas parce qu'il faudrait une approbation des assemblées générales, qu'il y aurait des réglementations, que les architectes de la mairie de Paris vous diraient non parce que c'est pas à la bonne couleur. Donc pour moi, le challenge sera surtout là. Il y a des chances que ce soit la même chose en Belgique, hein, je pense. Ouais. Ça veut dire qu'il faut hacker la politique? Ouais. Enfin, l'uberiser peut-être aussi. Je sais pas comment on peut faire ça. Mais dans le sens où le mot hacker, il n'est pas négatif en soi, hein, c'est de trouver des solutions pour améliorer le système. On ne parle pas de détruire quoi que ce soit, on parle de l'améliorer. Mais c'est inévitable selon vous que les politiques sont amenés à un moment donné à changer aussi. C'est le mouvement qu'on appelle Civic Tech d'ailleurs. C'est de trouver des meilleures solutions grâce aux gens qui sont connectés, qui apportent des débuts de solutions pour améliorer la vie ensemble. Ça paraît inévitable selon vous? C'est inévitable, mais le problème c'est que ça reste encore un domaine trop abstrait pour beaucoup de gens. Et c'est un domaine qu'ils ne comprennent pas. Et la réaction des gens quand ils ne comprennent pas quelque chose, c'est d'en avoir peur et de se méfier. Et c'est pour ça que oui, il y a un gros travail à faire au niveau des politiques, que ce soit en Belgique ou en France. Et c'est pas demain que ça va arriver, mais doucement on essaye d'y arriver. Oui. Et donc de pédagogie, d'éducation beaucoup. à ce média, à ces supports-là, c'est tout ça qui est en train de bouger, c'est tout ça qui est en train de changer aussi. Ça bouge, mais pas assez vite. Pas assez vite sans doute. Ouais. Vous avez des pays qui sont intéressants à regarder comme l'Islande où le Parti Pirate a fait 3 fois plus de votes aux dernières élections qui sont passées il y a moins d'une semaine. Donc vous avez quand même des pays plus petits qui sont très intéressants à regarder. La manière avec laquelle l'Islande a géré les problèmes économiques de 2008-2009 ont été beaucoup regardés et sont assez pertinents par rapport à d'autres pays d'Europe qui n'ont pas forcément géré de la même manière. L'Islande a mis ses banquiers dehors, si ce n'est certains en prison. Donc on a quand même des pays ou des zones, principalement en Europe du Nord, où les politiques sont plus ouverts et plus proches des gens normaux, entre guillemets. Ça devrait être une opportunité pour la Belgique parce qu'il dit que l'Islande c'est un petit pays, du coup ils peuvent expérimenter. Je pense qu'en Belgique on devrait faire ça aussi, on a un petit pays. On pourrait faire un lab en fait et ça serait plus facile en fait. Mais le problème c'est que la Belgique est compliquée, on a beaucoup de politiciens donc voilà, on a un peu ralenti à cause de ça. Mais il y aurait vraiment une opportunité à prendre, quoi. On va tout doucement conclure. Je ne sais pas ce qui se passe sur le net pour le moment. Ah bah il y a plein de gens. On nous dit que Ronquière est la prochaine Silicon Valley. Voilà. Paraît-il. Quoi, Ronquière? Ronquière, il y a des gens de Ronquière qui nous font des cocos. C'est là que je viens, enfin juste à côté. Sinon, non, plein de gens. Merci à vous, Catherine entre autres. Voilà, c'est Catherine qui nous dit que Ronquière est la prochaine Silicon Valley. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pendant ce direct. C'était un test aussi. Hein. Voilà, on fait un petit test. On rappelle que le Kick se vit en live de toute façon ici à Namur pendant 3 jours. On est content de ce qui se passe pour le moment, ça a bien démarré. Oui, je crois que c'est les organisateurs, la pression commence à retomber. Vu l'affluence qu'il y a, c'est un très bon début. Oui. Voilà, le marché fonctionne plutôt bien. Il y a de plus en plus de visiteurs. Pour connaître le programme complet, n'hésitez pas à surfer sur www.kick.be. Un hashtag aussi. Oui, hashtag Kick16. Voilà. Faut le suivre sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et on vous donne rendez-vous bien sûr aussi sur Canal C ce soir et demain pour suivre nos émissions spéciales. Il y aura des reportages, pas mal d'interviews encore et aussi beaucoup de démos. Hein. On ira voir d'un peu plus près ce qui se passe là derrière nous. On vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt. Bye bye. Thank you.